bonjour tout le monde et bienvenue à l'édition du Couscous Piri Piri, une édition 100% hors ligne, on n'est pas en direct, et 100% Patreon. Ce spécial épisode est seulement diffusé sur Patreon en mode Early Access, donc vous allez voir ça peut-être quelques jours plus tard si vous êtes Patreon, mais si vous êtes un patron du Cannes Football Club, bienvenue à cet épisode spécial avec Nilton évidemment comme d'habitude, et notre invité pour ce spécial, Monsieur Reda Gouram. Salut Reda. Salut à vous deux. Comment Salut. ça va? Ça va Nilton, ça va bien? Moi, je suis stressé pour deux choses. Mon premier niveau de stress, c'est quand ta musique va finir. Tu sais, je sais jamais. Ça va être là. Ça, c'est un stress. Et là, le deuxième stress, c'est le sujet qui s'en vient. Yeah. Donc, donc, on va arriver au sujet, messieurs. Un spécial CCPP. Comme vous avez dit, vous voulez voir cet épisode et l'écouter. Patreon.com, Barbican Football Club. On va prendre le public plus tard, mais pas le même jour, quelques jours plus tard. Une semaine, 2 mois, je vais décider. Hein, ça me tente. Le roi. Ça me tente. Moi, je suis là pour l'argent. Moi. Je suis là pour l'argent. Oh boy. Contribuer pour couper ses cheveux. On était là pour l'argent, je pense. Est-ce qu'il y a un temps que tu attends avant de couper tes cheveux ou Le vaccin, lui, tant qu'il n'y a pas le vaccin, il m'a dit pas de vaccin, ça continue. Mais ce week-end, je pense que je vais faire le move. Oh sérieux? Non, ça une coupe en tête ou? Ça, c'est Patreon stuff, ça. Patreon only, les gars, il faut pas le tweeter, il faut rien faire. Wow. Okay? Non, reste confidentiel. Là, je vois les Patreons là, qui disent ouais, je donne plus d'argent, $100. Un autre mois, $100. Non, mais je pense ce week-end je vais le faire. Là. C'est pas gérable. Ben, vous allez voir là. Non. Oh God. Wow. Tu devrais faire peut-être demander l'avis des gens pour une coupe que tu devrais faire. Ouais, un vote. Un vote pour, donner 4 choix de coupe et les gens votent sur leur préféré. Je veux avoir le dernier choix, il faut que ça soit un autre mois. Un autre mois, ok. Encore un autre mois. Non, j'ai pas le temps pour ça. Là. Ce week-end, là, c'est fini. Là. Le vente de sauvage. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à la Frange du Malte qui nous supporte toujours au CZPP, au Cannes Football Club. Merci encore. Et il y a un show qui a recommencé, le Cannes Football Club. Vous le voyez en vidéo là. Pop. Il y a Sid, Hamilton, il y a Julien, il y a Reg, il y a moi. Parle foot, impact, foot international, tout, sur patreon.com Barbican Football Club pour avoir accès avant tout le monde. C'est, je pense qu'on peut te le fait Nilton. Là, Reda, il a vu les tweets, il a dit je retweet tes jeux dans le jeu in moi. C'est trop tranquille. Boum, le feu. Il nous sort. Bon, Reda, petite intro de 4 minutes là. On se détend, on relaxe. Moi, je bois ma tisane. Hein, gingembre et citron. Ça, c'était pour les podcasteurs avec l'audio. Bon. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, il y a un truc qui est arrivé. Bon, on va le partager. On va lire un tweet. Reda, je veux que tu lises ton tweet. OK? Je vais le mettre là. Puis, lis pour nous. Avec le ton, on veut tout. Lis-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec le temps, avec les émotions. Ah ouais. C'est bien d'entendre Olivier Renard demander qu'on arrête de constamment trouver des excuses pour les résultats de l'Impact. Ce serait bien que certains journalistes suivent avec le même état d'esprit en étant plus réalistes dans l'analyse et pas juste optimistes après chaque défaite. Boom. Click. Enter. Oh mon Dieu. Bon, Reda, la question qui tue, la seule question qu'on doit poser, qu'est-ce qui se passe, Roya? Talk to us. En fait, c'est que dans les derniers matchs, évidemment, comme tout le monde a pu le voir, il y a eu des défaites. Il y a eu une victoire contre Columbus qui était une bonne chose, mais il y a eu défaite après défaite. Et à chaque fois, il y a une chose qui m'a toujours irrité, c'est que après chaque défaite, on essaie de trouver les points positifs, on essaie de trouver les victoires morales. Il nous reste au moins 8 matchs. Maintenant, il nous reste 7 matchs. Maintenant, les fameux matchs en main, là. Tu te souviens? Exactement. Regarde le classement. Ouais, mais là, on le regarde moins, là. Exactement. Puis, moi, le but avec ça, c'est pas nécessairement d'être critique ou d'être négatif envers qui que ce soit, ou j'avais pas quelqu'un que je pointais nécessairement, mais c'était plus un état d'esprit que je voyais beaucoup et qui méritait tout simplement. Quand on parle... Là, on parle de sport professionnel, on parle du haut niveau. Puis ce qui est drôle, c'est que le dernier match, ce tweet-là, je voulais le faire après le match.
Mais pour X, Y raison, j'arrivais pas à tweeter. Je sais pas pourquoi ça me laissait pas. Ça me disait, comme quoi Twitter ne me laissait C'était pas. créé l'Impact de Montréal have suspended your account. Je vous jure, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. J'avais en tête d'écrire comme quoi, en gros, il y en a marre de toujours essayer d'être optimiste, défaite après défaite. Puis le lendemain, je vois la conférence d'Olivier Renard. Puis j'ai écouté ça et je me suis dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les joueurs ils sont payés pour performer sur le terrain. Si tu as choisi de faire ce métier-là, c'est que tu es payé pour performer et tu n'as pas trouvé d'excuses. Évidemment, la pandémie, elle n'aide pas. C'est compliqué de voyager, c'est compliqué d'être à l'extérieur. La majorité des joueurs ont une femme, des enfants, peu importe. C'est extrêmement compliqué dans ces conditions-là. Mais Toronto est dans la même situation. Toutes les équipes sont dans la même situation. Et dans le sport de haut niveau, avec une mentalité comme ça n'aide pas et c'est pas bon ni pour les supporters, ni pour le club, ni pour les journalistes, ni pour les joueurs, parce que en tout cas, c'est pas une mentalité de champion de toujours trouver des excuses sur oh mais c'était pas si pire que ça. On a perdu, mais c'était pas si pire que ça. Il y avait quand même des points. J'aime pas cette mentalité-là. Est-ce que tu inclus ou tu exclus les points positifs sur certains joueurs ou certaines actions? Est-ce que ça inclut dans ton rant ou tu les exclus? Genre, oui, on peut dire des trucs positifs sur Wanyama a bien Bien joué sûr, malgré la défaite. Parce que tout bien ça, sûr, c'est correct. Okay. Moi, je suis plus dans l'objectivité. Évidemment, il y a eu des points positifs dans le match. Exemple, Sidic, c'est un joueur qui a été vraiment performant les 2 derniers matchs. J'étais content de voir qu'il a pu marquer, qu'il a été important dans le jeu. Il y a eu des points positifs. Mais par contre, de voir que la situation, c'est toujours la même chose, défaite après défaite. Et surtout que quand on regarde comment les joueurs se comportent sur le terrain, comment certains joueurs se comportent sur le terrain, on ne peut pas toujours être optimiste. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on explique qu'est-ce qui ne va pas. Il faut qu'on parle être dans le concret, tout simplement. Puis quand je dis ça, c'est pas non plus de critiquer constamment. Non, je suis pas non plus pour les gens qui font que critiquer. Puis je suis pas non plus pour les gens qui font qu'être optimiste et toujours dire oui, mais ça va, mais c'est pas si pire. Non, il faut trouver un juste milieu et juste être dans le vrai et être objectif dans notre façon d'analyser ce qui se passe, tout simplement. Petit début d'explication, peut-être. En conférence de presse, Thierry Henry, là, il contrôle pas mal le message. Là. Sa personnalité est très importante. Il est intimidant. Il y a pas, même si on n'est pas dans un pays de foot, Thierry Henry, ça impose le respect. Quand tu y vas avec des questions qui sont peut-être plus ou moins bien ajustées ou en tout cas un petit peu off the track, il te le fait dire. Et un truc qu'il fait régulièrement, je pense qu'il le fait à chaque conférence de presse, c'est insister sur le positif. Le mot positif revient de sa bouche à toutes les conférences de presse. Quand on gagne un match, la première question qui avait été posée après la victoire contre le Crew, ça avait été sur la façon qu'ils ont pris un but. Et déjà, il a dit comment vous faites pour pas être positif après une victoire? Donc, forcément, les journalistes, ça devient un peu compliqué. Match après match, c'est à peu près le même genre de défaite. Hein, c'est à peu près la même explication pour chaque défaite. À un moment donné, tu te répètes, tu as comme le goût de dire d'autres choses, puis toi-même, tu dois être un peu tanné d'être négatif à chaque fois et tu as en tête le message que Thierry Henry t'envoie. Penses-tu que Thierry Henry est en train de réussir la manipulation de la communication autour de ce club-là? Par rapport à ce que je ressens quand je vois les conférences de presse et surtout sa façon de répondre, je pense qu'il y a pas mal de journalistes qui peuvent être agacés par moments par sa manière de répondre. Évidemment, c'est un entraîneur, il va vouloir aller plus vers le positif vu qu'on l'évalue sur son travail. Pour avoir un aperçu un peu plus on va dire, au niveau, je pense que les circonstances sont difficiles avec la pandémie, avec toutes sortes de choses. Et quand une équipe doit commencer un nouveau cycle, ça prend, je l'ai dit dans un des tweets, ça prend à peu près 1 à 3 ans. Donc, quand Thierry Henry a commencé, il s'est retrouvé avec pas mal de joueurs sous contrat que lui n'a pas choisi. Olivier Renard, la même chose, ils sont dans le même bateau. Puis je pense que cette année, pas seulement à cause de la pandémie, mais vraiment à cause de avec quoi ils se sont retrouvés comme joueurs, moi, je ne peux pas vraiment évaluer son travail en termes de résultats, mais je peux évaluer son travail en termes de comment l'équipe se comporte. En termes de comment l'équipe se comporte. Et Olivier Renard, dans les moves qu'il a fait, moi,
je pense que j'ai jamais été aussi optimiste par rapport au futur de l'Impact que je le suis aujourd'hui, principalement à cause d'Oliver Renard. Parce que les choix qu'il a fait jusqu'à maintenant, les recrutements qu'il a fait jusqu'à maintenant font beaucoup de sens pour la suite. Et donc, Thierry Henry, sur le terrain, évidemment, il a, j'ai une idée de comment il veut jouer sur le terrain. Mais malheureusement, il n'a pas ces joueurs-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'il pousse les joueurs à jouer de cette manière-là, mais il n'a pas les joueurs qu'il faut. Mais on peut pas vraiment lui en vouloir parce qu'il a 12 blessés. Il y a un Taider qui vient de quitter. Et malgré ça, il continue quand même de jouer dans sa même philosophie. Mais personnellement, je suis pas convaincu qu'il a les joueurs qu'il faut. Puis j'espère que l'année prochaine, avec du recrutement, puis peut-être il va y avoir des joueurs évidemment qui vont devoir quitter. Je pense qu'il va continuer avec la même philosophie. Et là, peut-être, on pourra commencer à vraiment l'évaluer parce que il s'est retrouvé avec 4-5 joueurs importants qu'il n'a pas nécessairement choisis. Et c'est ça. Moi, je pense que d'ici l'année prochaine, voire l'autre année, c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment devoir l'évaluer. Puis on va devoir être extrêmement exigeant sur ce qu'on demande en termes de résultats aussi. Mais je pense dans sa communication avec le club, il va évidemment comprendre un peu comment les journalistes fonctionnent. Mais je pense que je pense, hein, c'est juste mon opinion, Oui. de sa manière de répondre, j'ai l'impression qu'il a une idée préconçue sur les journalistes ici. Je pense qu'il peut-être il sous-estime le niveau de connaissance des journalistes ou peut-être qu'il surestime, je sais pas là, mais j'ai l'impression qu'il sous-estime le niveau de connaissance et c'est pour ça qu'il a peut-être des réponses un peu. Mais il a clairement un côté grincheux, quelque chose qu'on même en tant que Ouais, joueur, il y avait un côté un peu pas grincheux, ouais. c'est peut-être pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu Mhm, un sorte de je m'en foutisme ou genre j'ai pas que ça à faire, mais je vais le faire quand même parce que c'est mon travail. Au moins il est professionnel, plus que le minimum. Mais mhm, avec Henry, c'est vrai qu'il y a un lien direct avec la façon dont il communique et ce qu'il veut faire sur le terrain. Dans le sens où il est très dans l'efficacité. Il veut être efficient et efficace. Il est pas nécessairement là pour faire de la belle prose et dire et mhm, surtout, je pense qu'à l'instar de Rémi Garde, que lui avait peut-être, je sais pas s'il avait des meilleures équipes ou des meilleurs jou peut-être probablement des meilleurs joueurs à sa disposition, entre guillemets. Lui, Rémi Garde était dans la l'obligation de gagner à chaque fois. Lui, c'est ça son discours: «On gagne les 3 points, on gagne les 3 points», ce qui est normal, c'est que les coachs sont quasiment tous comme ça. Thierry Henry, avec la pandémie, tant mieux on en profite, on n'a pas la pression. Lui dit: «C'est une ligue fermée, il y a pas de relégation, on construit». Comme tu as dit, OK, ces joueurs-là, je les ai pas choisis. Peut-être j'ai donné mon tampon d'approbation sur certains pour qu'ils restent, mais moi je prends mon temps, je vais construire quelque chose. Il y a un contrat de 2 ans, il s'en va nulle part. Puis on espère qu'il reste là plus longtemps parce que si la pandémie continue, personne va aller en Europe là, coach ou ouais. entraîneur, coach ou joueur, tout de suite. Mais c'est ça, il y a une sorte de lien par rapport à ça. Mais il y a son personnage, il y a des questions qui sont très bonnes où sa réaction n'est pas proportionnelle. Et c'est Ouais. une des et c'est ça un peu l'image qu'il donne, mais au moins on sait que c'est Henry. On s'y attendait un peu, mais Mhm, peut-être pas tant que à ça. ce Et c'est niveau-là. c'est c'est peut-être la routine. Peut-être à Monaco, je me rappelle plus, je pense qu'il doit faire beaucoup de conférences de presse. Mais je pense que c'est aussi, tu sais, 3 matchs par semaine là, 2 matchs et demi Mmh. par semaine, ça en fait des conférences de presse d'avant-match, d'après-match, avant Ouais, il doit entraînement, en après faire à peu entraînement. près 5, 4 ou 5 par C'est ça. semaine, là. Moi, je Non pense, non seulement à oui, cause de la réalité MLS, mais en plus l'horaire, le calendrier est vraiment ridicule. Donc à un moment, ah, moi, j'ai l'impression qu'il parle tous les jours. J'en ai marre de toutes, l'entendre. C'est bon, je joue toutes ces je joue raisons-là, là. tout ce que tu as dit, c'est évidemment des raisons qui font que c'est comme ça, mais je pense que pour moi, une des raisons principales que je vois dans ça, c'est que tu sais, quand tu as joué au foot et que tu changes de carrière, ben, tu changes de carrière, tu changes de position dans ton travail et que tu n'es plus un joueur de soccer sur le terrain, surtout à son niveau, il a été adulé, ça a été un grand joueur dans l'histoire. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, évidemment, c'est ça qui l'a aidé à réussir. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement difficile de switcher ton mindset pour être plus orienté vers les Mmh. joueurs et moins vers toi. Oui, oui. Donc, je pense que c'est aussi dû à ça et il n'a pas encore beaucoup d'années d'expérience en tant qu'entraîneur. Puis Ouais. même, je pense, tout à l'heure, où il a dit qu'une des choses qu'il a appris dans les derniers mois, ça a été le côté humain. Mmh. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il a encore euh, un peu de joueur en lui, un peu la mentalité de joueur en lui qui est d'être un peu confiant, un peu arrogant, un peu jouer avec les mots, un peu se voir un peu plus haut. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Puis Mmh. ça fait partie, je pense, de son parcours d'apprendre à se débarrasser tranquillement de cette personnalité de joueur et de se voir plus comme un entraîneur et de voir comment lui peut permettre aux autres de briller plutôt que de lui être la personne. Tu vois? Et il y a beaucoup de joueurs, surtout à ce niveau-là, qui ont de la difficulté à se débarrasser de cette personnalité-là
de joueurs, tout simplement. Tu vois, souvent, on entend là, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, là, ils utilisent la carrière de Thierry Henry pour dire à quel point c'est un idole, à quel point ils peuvent apprendre de Thierry Henry. Kyoto le dit, là, il a probablement accepté ce genre de critique-là qu'il n'aurait pas accepté d'un Rémi Garde l'année d'avant parce qu'il le respecte, parce que quand Thierry Henry dit il faut faire ça sur un terrain, tu crois. On voit aussi que offensivement, c'est intéressant ce qu'un Impact fait. Ils jouent au ballon, ils essaient, ils ne réussissent pas, mais on voit des choses, on voit des joueurs évoluer. Broguillard, Sédich, même Piette, on le voit, là, tranquillement, il prend cette confiance-là. Je ne vais pas dire qu'il va devenir tout d'un coup un 10, là, c'est pas ça, mais on voit son jeu évoluer, on voit les attaquants évoluer, tout ça. Fine. Est-ce que Thierry Henry a ce qu'il faut pour régler la défensive d'une équipe? Ben, je pense à court terme, peut-être pas, parce qu'il n'a jamais joué à ce rôle-là. Puis c'est là où le rôle peut-être d'un assistant qui peut amener ce côté-là tactique au niveau de la défense, c'est peut-être de ça qu'il aurait besoin, mais je sais pas parce que tout ce que je sais, c'est que basé sur les résultats qu'on a vus et les buts que l'équipe s'est pris, il y a eu des erreurs tactiques, mais il y a eu surtout des erreurs de concentration. Puis ça, c'est le côté mental. Moi, je pense que c'est individuel. Moi, je pense que c'est individuel, parce que tactiquement, à un moment, tu mets les mises en place. Il y a des équipes qui font des belles actions. Philly, New England, il y avait des buts, genre c'était bien joué. Il y a d'autres buts, genre c'était des cadeaux. À un moment, tu peux rien faire. Mais des cadeaux, par exemple, en EPL, il se peut que Van Dijk te sauve les fesses. Il se peut que Van Dijk laisse le ballon passer, puis c'est que ça finit 7-2 à Aston Villa. Donc, tu sais, ça se paye cash de différentes façons. Mais c'est vrai. Oui, excusez-moi, j'ai interrompu là, Reda, là, mais oui, c'est un équilibre. C'est un équilibre et je pense que peut-être la pandémie ou la situation des joueurs de devoir. Ouais. Mais même à ça, c'est pas une excuse parce que tu as 90 minutes pour être concentré. Ouais. Peut-être que les autres heures de ta journée, tu peux être, je sais pas moi, triste, fâché, peu importe. Mais quand le mauvais contrôle, c'est un mauvais contrôle. C'est un mauvais contrôle. Puis des erreurs d'inattention, de concentration, ça, c'est inacceptable, surtout à ce niveau-là. Puis surtout que souvent, ça a été des joueurs qui sont supposément importants qui doivent faire la différence en défense. Comme par exemple Camacho. Camacho, c'est un joueur qui n'a aucune excuse de jouer comme il joue présentement. Il y a eu l'épisode des cartons, après ça, il y a eu les buts qu'il a encaissés. Je trouve que c'est juste inacceptable à ce niveau-là. Pourquoi qu'aujourd'hui, on est étonné de Camacho? Moi, je suis pas étonné. Parce que je pense après 5 matchs, à l'époque, les joueurs qui étaient là, je communiquais avec certains des joueurs, puis je leur disais, moi, je suis pas vraiment impressionné par ce joueur. J'aime pas ce que je vois parce que je vois pas d'assurance balle au pied, je vois pas de côté physique impressionnant dans les duels aériens. Je vois un joueur qui est correct techniquement et que à la relance, il est correct. C'est pas. Mais quand je vois le salaire, je me dis non, impossible parce que. On s'est dit la même chose avec Newton. C'est tout à fait objectif. Et puis pour Camacho, on lui a donné 1 an. On se dit, tu sais quoi? Après 5 matchs, on avait des doutes. 3 matchs. On se dit, ok, on va laisser l'année parce que il est nouveau, vient d'arriver, il s'est blessé. Ok, on va attendre. Mais à un moment, on s'est dit, et ça fait 4 fois qu'on le dit cette année. Cabrera, il peut pas rejouer là parce qu'honnêtement, il n'y a pas de différence. Cabrera est peut-être moins cher et peut-être vraiment plus efficace. Tant qu'avoir des cartons rouges pour un crampon, je préfère ça qu'un carton rouge pour une réaction 100%. Bête. Mais ça arrive, les réactions là. Moi, l'émotion. Les réactions, ça arrive, mais il y a des joueurs qui sont. Quand tu analyses un peu le parcours du joueur depuis qu'il est ici, je n'arrive pas à justifier le salaire, j'arrive pas à justifier l'importance qu'il a dans l'équipe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un contraste avec Luis Binks. Mais là, on revient avec ce que tu as dit. Moi, ce qui m'énerve, là, c'est pas autant que, tu sais, des mauvais recrutements, il y en a, là, ça se peut, là. On a eu ça arrive. À l'Impact, ça arrive souvent, là, tu sais. Novilo arrive, Camacho arrive, tu sais, tous ces mauvais recrutements, Vergas, tout ça. Pourquoi les médias sont incapables de le dire quand ça arrive, mais seulement une fois qu'ils sont partis? Tu sais, je veux dire tout de suite que Novilo prend de l'argent de Silva et donner ça à un gros point d'interrogation, pas par défaut lui dire « Ah, ben on va lui donner une chance, ça va être bon ». Non, par défaut, dire « Qu'est-ce que vous venez de faire là? » Pourquoi ne pas être critique dès le départ? Pourquoi Camacho, quand on voit 2-3 matchs où c'est correct, c'est Cabrera avec des caractéristiques différentes, qui fait des bons coups, des mauvais coups, mais qui coûte 2 fois le salaire, dire tout de suite « Boys, c'est pas bon ce que vous venez de faire là. » Même si en face de toi, il va avoir un certain mépris, puis ils vont dire « Ouais, mais tu connais pas ça, le foot. » Non, go, critique tout de suite.
Puis moi, quand j'ai vu ton tweet, je le voyais dans cette mentalité-là, c'est pourquoi on n'est pas sévère avec ce club-là? Exactement. Si on n'est pas sévère, après, il ne faut pas chialer sur des mauvais résultats. Si on aime avoir du à peu près, ben acceptons des matchs à peu près et un classement d'à peu près. Et ce que dit Nilton, Reda, c'est que moi, je pense que beaucoup de personnes, fans, certains médias, observateurs, ils ont un manque de perspective tellement gravissime que je me demande si peut-être certains le font exprès, parce que je peux pas croire que c'est naturel. Il y a un certain manque de perspective, je comprends pas. Et je lis des trucs, des tweets ou des articles ou des commentaires, et tout le monde a fans, médias, etc. Et on peut aller vers Taider, là. Moi, j'ai pas compris le phénomène on va y arriver, anti-Taider de cette semaine. On va y arriver sur Taider. Mais il y a un manque de perspective qui est tellement grave que à un moment je doutais, c'est peut-être moi qui connais rien au foot. Et moi, je suis pas un expert, mais je dis, mais peut-être moi, ça fait 8 ans que j'ai des conneries. Parce que, mais pour vous dire, et c'est quoi, c'est quand que j'ai douté avec Silva. J'ai dit, peut-être Silva était mauvais. J'ai l'impression que Silva était nul, mais en fait, Silva était pas si mauvais que ça. Tu sais, moi, je le voyais galoper, tu sais, je comprenais pas. Donc, et j'ai commencé à douter de moi-même. Je me dis, ok, moi, je suis même devenu soft un peu. Je dis que je vais reculer un peu, je vais être moins tranchant. Et sauf que Novilo, on l'a vu direct là, on l'a vu même avant qu'il vienne, on avait mis un flag rouge là, il y a un truc qui cloche. Mais c'est ça, ce que Nathan dit. Mais moi, comme je suis un peu complaisant dans ma personnalité de temps en temps, je me dis ok, c'est peut-être moi, je vois la majorité, je veux faire un peu le mouton, quelque chose que je fais pas souvent. Mais je dis ok, il y a un problème, c'est peut-être moi le problème. Et puis, ce qui est frustrant en plus, après tous ces mois, ces années, on se dit, mais pourquoi tout le monde se plaint? On parle qui du Real Madrid là? On parle de l'Impact, on voit leur parcours. On ne peut pas s'attendre à mieux que ça. Mieux que ça, c'est Drogba et Piatti, mais c'est tout. Et c'est ça qui est un peu embêtant. Excuse-moi, Reda. Il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui peut-être n'ont pas assez confiance en leur façon d'analyser le foot, donc ils se permettent pas de dire ce qu'ils pensent sur le joueur, parce que peut-être qu'ils se disent, est-ce qu'il est mauvais? Moi, j'ai l'impression qu'il est mauvais, mais est-ce qu'il est vraiment mauvais? Personne ne dit qu'il est mauvais. Est-ce que je dois être le premier à le dire que je trouve que c'est pas une bonne... Donc, il y a peut-être cette peur-là d'être le premier. Ils se mettent ce frein pour 15 jours, oui. Ce frein-là, on va dire le syndrome de l'imposteur, peut-être je connais rien. Il peut avoir ça. Puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de journalistes que pour garder une bonne relation avec tous les joueurs, pour s'assurer d'avoir l'entrevue ou quoi que ce soit, ils s'empêchent d'être critiques parce qu'ils se disent, il vient d'arriver, je peux pas vraiment, il a joué 5 matchs, je peux pas vraiment dire qu'il a été nul. Puis peut-être l'équipe mise sur lui au niveau marketing, puis ils font de la promotion parce qu'on vient de le recruter. Peut-être que si je dis qu'il est pas si bon que ça, et j'aurai pas d'entrevue avec lui, puis ma relation avec lui va pas être mauvaise. Puis quand le joueur y part, c'est là qu'on commence à parler du joueur que ça a été une catastrophe. Et pour vous dire un truc, les gars, dans le cercle de nous là qui avons joué à l'Impact ou qui sont encore en contact avec les joueurs, les ex, je vous le garantis. Tous les joueurs qui ont signé à l'Impact, je vous le dis que le taux de réussite était peut-être de 98%. Ça veut dire que quand on se parle entre nous, un joueur arrive, après 6 mois, on analyse, on dit non, les gars, c'est catastrophe, non, ça fait pas de sens. Et à chaque fois... Est-ce que tu peux nous inviter au groupe WhatsApp? On va t'envoyer notre username. On n'est pas obligé là, de répondre, on va juste... Mais je vous le jure, c'est fou à quel point... Parce que, tu sais, je pense que c'est quand même assez facile de voir, de faire l'analyse rapidement des qualités du joueur. Si tu prends le salaire, les qualités, c'est assez facile de comprendre, OK, il ne fit pas avec le club. Mais Reda, Reda, le problème, là, tu l'as dit tantôt, là, c'est extrêmement difficile d'être le premier à dire quelque chose. Ouais. Si tu dis quelque chose de négatif sur un joueur qui vient d'arriver, là, tu l'as vécu un petit peu, tu as dit quelque chose de négatif, tu te fais ramasser par les licornes, par les ghost followers qui vont dire que ça fait juste 2 matchs, ça fait juste 2 semaines, ça fait juste 2 mois. 2 ans plus tard, il est toujours pas bon. C'est extrêmement difficile. Est-ce que ça se peut que le manque de couverture fait en sorte que c'est toujours les mêmes... Tu sais, je veux dire, quand tu as le média officiel, par exemple, un TVA Sport a une certaine responsabilité envers la couverture de l'Impact de Montréal et on peut comprendre certains angles d'histoire. Après TVA Sport, c'est assez limité. Là. Je veux dire, est-ce qu'on est 10
de façon régulière qui couvre le club? Non. Et il y a une certaine rotation aussi. Donc, avoir une personne qui est assez forte pour dire ce qu'il pense vraiment, puis qui assume qu'il peut se tromper, que c'est pas grave, c'est ce qui fait en sorte que le club avance pas si bien que ça finalement. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. Ça n'aide pas ni les supporters, ni les joueurs, ni le journalisme sportif en général. Parce que, tu sais, quand je regarde, par exemple, ce qui se fait aux États-Unis, au niveau du basket, au niveau du football américain, au niveau même du soccer, quand je regarde ce qui se passe en Europe, les journalistes, ils sont objectifs dans leur description. C'est sûr qu'il y en a qui ont un certain agenda. Ils n'aiment pas ce joueur-là. Il va toujours parler en mal de lui. Mais ce qui se passe sur le terrain, on le voit tous. Donc, je comprends pas pourquoi être je ne vais pas dire optimiste parce il faut être optimiste, mais ne pas être objectif, c'est ça mon problème. Moi, je regarde par exemple la NBA, je regarde ESPN, Fox Sports, ils vont parler des Lakers, qui est une des meilleures équipes, mais ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont perdu un match, ils vont expliquer que LeBron il n'a pas été présent ce soir-là. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes pas, mais ce soir-là, il ne s'est pas présenté. Il n'y a rien de mal à dire ça. Il y a des matchs où Sam Piet ne s'est pas présenté. Ça ne veut pas dire que je l'aime pas, je l'adore, Sam. Mais s'il y a un jour où il ne se présente pas, mais il faut être capable de le dire qu'il n'a pas été là aujourd'hui. Et c'est juste cette honnêteté, je dis pas qu'ils sont malhonnêtes, mais cette objectivité dans la couverture des matchs et dans les problèmes qui se passent. Et tout ça, c'est pas pour critiquer, c'est pour faire avancer et pour élever le niveau d'exigence de tout le monde. Parce que si on est toujours là à dire non, c'est correct, c'était pas si pire, on a perdu 4-1, mais c'était quand même assez bien, il y avait des points positifs, il y a personne qui progresse. Quand tu es joueur de soccer, quand tu es athlète professionnel, après chaque match, que tu es marqué, que tu es gagné, tu peux pas t'empêcher de penser à qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer. Ouais. J'ai marqué un but, mais j'ai raté 2 buts, j'aurais peut-être pu faire un meilleur rappel, Tous les joueurs voient ça comme ça. Mais je comprends pas pourquoi, au niveau du journalisme, on n'est pas capable d'être objectif et d'expliquer que, OK, l'équipe est dans une situation extrêmement difficile à cause de la pandémie, les voyages, la quarantaine, un joueur est parti, le gardien est parti. Mais n'empêche que c'est pas pour ça que l'équipe perd. L'équipe perd parce que il y a un problème au niveau de la préparation physique. Malgré les voyagements, je comprends ce côté-là, mais il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de la préparation physique. J'ai vu beaucoup d'erreurs de manque de concentration, des erreurs tactiques, etc. Il y a peut-être un problème au niveau de la préparation mentale. Quand je regarde l'équipe jouer, au début, je voyais une équipe qui est soudée. Les gars travaillent l'un pour l'autre. Mais dernièrement, c'est pas ça que je vois. Donc, au niveau de la cohésion d'équipe, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être mieux fait pour que les joueurs soient un peu mieux soudés? Je sais pas. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Et c'est que c'est des choses que, comme tu avais dit au début, Renard et Henry, donc en réalité de ce club et cet effectif, donc il faut qu'ils fassent le ménage et qu'ils survivent avec ce qu'ils ont. En plus, avec la pandémie et le budget restreint que clairement Olivier Renard a sous sa main, on sait clairement que 2020 c'est terminé en termes de recrutement. Il l'a officialisé avec Kiza, c'est le dernier joueur qui va arriver. Peut-être il aura un échange à MLS, peut-être ou peut-être pas. Mais à part ça, ou peut-être un départ. Il reste encore du temps pour qu'un joueur quitte. J'espère qu'il y en aura. Ouais, il se peut. Mais et tout ça, et tout ça. J'aime comment vous parlez en code, là. Ouais. Oui, j'espère, il se peut. Mais pour aller plus loin, on peut. Moi, j'ai aucun problème à vraiment parler concrètement et ouvertement de qu'est-ce que je vois comme départ, qu'est-ce qui peut-être pourrait faire du bien, parce que on n'a rien à cacher. Ce qu'il y a sur le terrain, on le voit. Donc, si vous voulez qu'on parle de ça, on peut en parler aussi. On arrive. On va 1h45 là, on va faire 1h non, madame ne sera pas contente. Elle veut dormir dans sa chambre. Mais le truc, c'est que le concept qu'on avait inventé il y a 2 ans, Nilton, 3 ans, la positive attitude de la pré-saison. Et ça, on le comprenait. On avait parlé à Nicolas Martineau au CCPP durant l'été, là, où il dit oui, il faut qu'on mousse un peu l'équipe, tout en restant un peu, serein. Là. Et Nicolas, il racontait pas de la merde là, quand il voyait que Vargas, ça jouait bien en pré-saison. Oui, il y a du hype, c'est ton travail aussi de overhyper un peu, tout en restant serein. Donc, je trouvais pas que TVA Sport avait trop abusé. Il y avait moi, la folie Novillo, 10 buts de Vincent Détouche. Je trouve ça marrant. Je dis, ok, non, mais c'est pas pour critiquer. Au moins, lui, il lui dit, je l'ai dit, j'ai fait une erreur, je suis mis en caleçon, tout ça, il a fait le ça fait. c'est cool, Mais moi je respecte. Moi j'ai dit Omar Brownie 10 buts là.
Tu sais, j'ai aucun problème. Mais tout le monde s'en fout de ce que je dis. Moi, je suis un gars avec des cheveux, là, who gives a shit? Mais c'est moi, les gens qui vont all-in, ils disent: «OK, je l'ai dit, c'est une erreur ou j'ai raison, voilà». Ça, il y a aucun problème et moi, ce qui dérange le plus, on se répète, mais on le dit, c'est les entre-deux, c'est le hyper positivisme qui a aucun sens, mais qui est constant à chaque année, quels que soient les joueurs ou les entraîneurs. Mais on parle de quoi là? Tu sais, vous êtes vraiment sérieux ça? Et puis moi, c'est le manque de perspective. Ça, c'est la chose qui me dérange le plus en général dans la vie de tous les jours, dans le travail, les relations, la famille, les amis, le manque de perspective et le manque de communication. Ça a aucun sens. Pour moi, c'est un des mots les plus graves que je trouve qui gêne un peu cette couverture médiatique et aussi les fans, hein. Moi, je mets les fans dans le même bateau. Il y a certains, encore une fois, je me base sur Twitter qui est quoi? 1%, 2% de la réalité là, disons 5% si on est positif, si on est optimiste et ça je trouve ça très gênant parce qu'on se base sur ça en termes de réaction alors que ça représente peut-être très peu, une majorité silencieuse qui est normale, la majorité est souvent silencieuse. Mais à un moment genre, tu sais, si les mêmes personnes ou le même groupe font les mesures à chaque fois, à un moment si vous apprenez pas, ben on vous prend pas au sérieux. Moi, il y a des gens qui sur Twitter, des fans, je dis, qui sont très gentils. Je lis même pas. Je dis, OK, moi, je sais où est-ce que tu vas. Tu vas jamais chez ton attitude, mais tu es un être humain. Tu as le droit à ton opinion. Ça, il y a aucun problème. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'après, on en sort les standards de journalistes, les standards de fans, le club doit être plus grand, l'institution. Vous parlez de quoi là? Vous pouvez pas mélanger les pommes et les oranges. Là, à un moment, il faut être conséquent avec ce que vous avez. Tu as un certain produit, que ce soit le club ou le fan ou les médias, tu vois? Et tu reçois ce que tu mets et puis c'est ce manque de perspective que je trouve qui est tellement flagrant et tellement gênant et tellement pas rabaissant, mais qui freine. Il freine tout ça puis qui fait que nous, quand on se parle, on a l'impression qu'on est des aliens, puis on dit des conneries alors qu'on se dit: «Tu sais quoi? Peut-être on n'est pas si fou que ça». Puis on détient pas la vérité, hein. Moi, j'en ai dit des bêtises, j'en ai écrit des conneries et j'en ai dit des bêtises. Mais le plus important, c'est tout le temps garder une perspective. Tu vas dans les 2 extrêmes, c'est correct, mais il faut qu'à un moment tu reviennes au milieu pour dire: «OK, la vérité est autant entre les 2 extrêmes, mais il faut tout le temps avoir une perspective et une certaine, comment dire? Être humble» et je trouve que et en plus, excuse-moi, je parle trop longtemps, mais moi ce que je remarque là, que ce soit comment on consomme les médias, le contenu, que ce soit le match ou parler aux fans ou parler aux autres médias, c'est à travers des silos qui s'appellent les réseaux sociaux. Donc chacun est comme ça là. OK, moi je suis là, moi je suis là, moi je suis là, donc et Mais c'est ça sincèrement, là, et c'est les et c'est réseaux sociaux, pour ce qui est de l'impact de Montréal, ça représente pas mal ce qui se passe dans les médias traditionnels aussi. C'est pas très, ou très, très loin. Là. oui, c'est vrai Parce et que de mais toute façon, dans le média traditionnel, c'est assez surface. On n'a pas beaucoup le temps d'en parler ouais. beaucoup. Ça se passe essentiellement dans les médias sociaux. Et quand on voit un Olivier Renard qui, entre guillemets, attaque les fans et il parle des médias sociaux, il parle exactement ce qui se dit dans les Ouais, médias sociaux. Là. ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé son interaction avec les médias. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais un feeling, avec les premières entrevues qu'il a fait, j'avais un bon feeling par rapport à sa façon de voir les choses. Ouais. Puis là, plus ça avance et plus ça confirme ce que je pensais de lui. Je suis vraiment content qu'on l'ait ici parce que des gens comme lui vont graduellement changer les choses, améliorer les choses, parce qu'il est dans le vrai. J'estime que c'est quelqu'un qui est dans le vrai et qui a une bonne perspective, et qui est droit et que ce qu'il dit, il le fait. Il Il est direct dans il a sa il est façon de faire il les a choses. clairement une forte corrélation entre ce qu'il dit et entre ce qu'il fait. Mais, Les Exactement. actions et entre les mais je peux-tu faire l'avocat du diable 2 secondes? on a pas ça le portugais IMFC. Au Vas-y. Portugal. Ce qu'il fait pour l'instant, c'est ce qui est le plus facile à faire. C'est le ménage. Oui, Dire, Oui, mais, dire mais, que mais bon, dans les Tyler, on dernières va années, libérer, Camacho, probablement, Fanny sans le retraite. Et ça, c'est facile à faire. Là, ce qu'il faut juger, c'est est-ce que Bing, c'est un coup de chance ou c'est un recrutement Thierry Henry? planifié, ouais. Wanyama, le recrutement au début de Wanyama, c'est un peu bizarre d'aller chercher un deuxième 6. Ça poussait hors de position Samuel Piet. Là, c'est en train de se placer, mais ce n'est pas tout à fait là. Le rôle de Wanyama n'est pas tout à fait clair encore dans cette équipe-là. Et là, c'est les prochains moves là, qui vont compter. Là. C'est là qu'on va voir. Te tromper avec un joueur de 100 000 c'est pas bien grave. Et c'est une théorie, pas Mais grave. les prochains ou qui vont être des DP, il ne faut pas que tu te trompes.
Parce que À quand tu te 100%. trompes, c'est fini. On le voit, là. La gang à On a pour Rémi Garde 3 s'est ans. trompée et on paye Mm. encore aujourd'hui, un an plus tard. Là. Exactement. Exactement, mais tu sais, je comprends un peu ta réaction, mais je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, euh, on n'a pas eu cette qualité-là de directeur sportif. Tout à fait. C'est vraiment, je pense que c'est un directeur sportif qui sait ce qu'il fait, il a une idée claire, il veut amener certaines choses au club, et je pense que le club gagnerait beaucoup à le laisser travailler tranquillement. Euh, et c'est ça, moi je suis vraiment optimiste par rapport à ce qu'il fait parce que Mm. depuis le début, il n'y a rien qu'il a fait et je me suis dit, mais c'est bizarre. Tu disais ça, mais tu as fait ça. C'est homogène, c'est logique, ça fait du Exactement. sens. Puis je dirais pas que c'est nécessairement facile parce que ce qu'il a fait, il fallait le faire. Tu vois, c'est pas. Oui, c'est du ménage, mais par exemple, ce qu'il a fait aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu à l'Impact. Quelqu'un dire j'en ai marre de toujours voir des excuses, des excuses. Tu sais, j'aime bien le fait qu'il commence à prendre confiance et à être à l'aise avec dire vraiment ce qu'il pense. Et je Oui, pense oui. que le sport, c'est comme ça que le sport doit être. Il doit avoir un niveau d'honnêteté entre le club et les sportifs, entre le club et les supporters et les joueurs, et entre les journalistes et les supporters. Il faut qu'il y ait un certain niveau d'intégrité, d'honnêteté dans ce qui se passe. Et mon tweet euh, faisait référence principalement à ça, de Ouais. toujours être optimiste, toujours dire oui, c'est pas grave, il reste 8 matchs. Oui, oui, mais il y a des bons côtés. Oui, mais il y a des bonnes. Ouais. Oui, il faut être optimiste, évidemment. Mais le sport de haut niveau, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas juste dire ah, c'est correct, on est cool. Il reste 8 matchs, on peut se reprendre. Il y a eu des points positifs. Non, il faut attaquer ce qui ne va pas. Ouais. Mais pas pour critiquer ou pour rabaisser quelqu'un. Non, c'est dans le but de s'améliorer. C'est la même chose que si j'étais dans un contexte où un journaliste me demande comment je peux améliorer mon travail, je lui fais une critique constructive. S'il il l'accepte, tant mieux. S'il l'accepte pas, c'est pas grave. C'est pas plus grave que ça. Mais c'est dans l'optique de s'améliorer. C'est pas pour critiquer. Parce qu'il y a eu des gens qui m'ont envoyé des messages. Ah, mais il y a déjà des gens qui critiquent l'impact. C'est assez de critiquer. Je dis non, mais mon but, l'idée derrière, c'est pas de critiquer. C'est d'être objectif. Ouais. S'il y a des choses à dire qui sont positives, on va les dire. S'il y a des choses qu'on doit dire qui sont négatives, on doit les dire, mais il faut avoir une objectivité dans notre façon d'analyser. Mais la vérité, je me rends compte que tu peux pas être objectif si tu peux pas être extrêmement objectif si tu n'as pas vraiment toutes les informations. Et Oui, j'ai ça, c'est vrai. l'impression que des fois, basé sur les conversations que j'ai avec certaines personnes des médias, j'ai l'impression des fois qu'il leur manque des informations dans comment ça se passe réellement dans le sport. Parce qu'ils ont un Oui, point de vue, C'est ils ont un inquiétant, point de cette vue phrase-là. mise au sincère, mais c'est contexte. vrai. C'est, Ils ont c'est, comme tu as je dit, reviens, c'est la perspective. C'est un manque de perspective. perspective et mise au contexte Exactement. qui s'applique à plein de choses. Et c'est là où on se dit, mais en plus, c'est que si tu l'as pas, à la limite, c'est pas de ta faute, tu connais pas. Même moi, il y a plein de choses que C'est je connais pas, normal, ouais. comment un club marche, mais c'est ton attitude, comment tu passes ton message qui fait que, ok, toi, tu connais tout, tu as raison, mais Ouais. en plus, tu connais rien. Je suis plus, quoi. Et c'est ça la contradiction, l'oxymore, si vous voulez. Je trouve que c'est un peu embêtant pour moi. Non, non, à C'est 100%. Mais c'est une conversation, et c'est pas parce que j'ai joué au foot que je connais ou que non, mais c'est une conversation qui doit avoir lieu, et c'est de l'écoute, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est des critiques constructives qui doivent Mhm. prendre place pour que tout le monde puisse évoluer et avancer. Et je pense que l'équipe, les joueurs, les supporters, la culture foot gagnerait beaucoup à être beaucoup plus objectif dans ce qui se passe. Parce qu'on voit tous le même match. Et si quelqu'un me raconte que le match s'est bien passé, mais je vois que l'équipe perd 2-1, si quelqu'un me dit que c'était pas si pire que ça, mais je vois des trucs qu'à ce niveau-là ne devraient pas exister, ben, il y a une déconnexion qui commence à se créer. Puis ça a toujours été comme ça de toute façon. Essayons de changer un peu les choses Mhm. pour évoluer et avancer tout simplement. Euh, Safir question. Taider. Ouais, question. Ça fait faïda, ouais. Question. Safik Tadder est le pur joueur du Soir de l'Impact, oui ou oui? Non, bien sûr que non. Non, non, Ouais, non. juste le champ de Même réponse, c'est moi, oui, depuis c'est deux oui ou Non, oui. jours, non, non. j'ai l'impression Non. que. Hmm. Non, Et Sapir, ça a été un joueur qui a été correct. Je dirais que son apport à l'équipe a été correct. il Ça était a pas été, pire. ça, Il était pas il a pire. été pas pire. Mais si tu Voilà. rentres en considération, au niveau sportif, ça a été correct. Mais si tu rentres en considération son statut, le salaire, etc., ça a été en bas de la moyenne parce que Voilà. euh, Mon- Piatti,
Mon point Ouais, sur Saphir, c'est que, en général, c'est que ça revient à ce que je disais avant par rapport à la mise en contexte et la perspective. Moi, je trouve que comment les gens ont accueilli Saphir, fans et médias, je pense qu'il y a eu beaucoup, je vais dire 95%, je vais être gentil, et je dis pas ça parce qu'il est international algérien, hein. Moi, c'est pas mon Mhm. cousin, je lui ai parlé 2 fois en 3 ans, c'est dommage qu'on n'a pas pu parler, prendre un café, juste parler OK, fait. off the record juste pour chiller, même pas fait ça. J'ai même pas eu le courage ou la bravoure ou même la patience d'essayer de faire ça. C'est Mhm. dommage, tant pis pour moi. Mais c'est que avec Safi Tata, c'est qu'il y a déjà dès le début, il y avait une mauvaise compréhension. Ah, c'est faux. J'ai pas compris et j'ai écrit des articles dessus, j'en ai parlé au CanFC puis au CPP pour dire: «OK les gars, ce gars-là, c'est un numéro 8 relayeur qui aime t'entendre monter vers le haut». Le gars puis en plus, il l'a dit à chaque année, il le disait souvent: «Moi, je me fous dans le collectif. Je veux pas monter une équipe à un niveau international, je vais améliorer les gens autour de moi, puis essayer d'améliorer le collectif», mais il Oui, se fond dans le mais quand il est collectif. arrivé, oublie pas, il est venu remplacer qui? Djemaili et c'était mon Déjà, frère c'était un premier problème au niveau de la comparaison. et voilà et de la perception et c'est ça, ça revient au travail des médias. J'y avais moi, il y a certains disaient n'importe quoi, qui disaient n'importe quoi et surtout tout le monde peut, croyait à leur évangile. À la limite, correct, c'est ton job, les gens tu as des fans, c'est parfait. C'est juste qu'il y avait une mauvaise analyse dès le début. C'est un 10, c'est milieu offensif, c'est un DP donc il doit marquer. C'est en amont, puis et en statistiquement là, le gars a quoi? 22-25 buts en 65 matchs pour un milieu de terrain qui est même pas offensif. Le mec, il faut le Euh, donner à une il il y a faut lui eu pas donner mal de un pénaltys. il faut les mettre. Non, non, il faut les mettre à Il faut 100%. non mais je suis d'accord. Non mais je Il y suis a d'accord, mais il faut 80% de chances de les mettre. oui, c'est vrai, mais je te garantis c'est vrai, mais j'avoue que l'impact mais au moins l'impact choisit bien leur tir de penalty. Mais c'est vrai, c'est des penaltys. Il a quand même marqué des buts Non, importants non, dans le jeu. 100%. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. c'est Seattle, il met l'équipe sur Mais ses moi, ce épaules, que il je marque trouve un drôle, là, doublé. des Même pénaltys, moi, oui, ce que je trouve drôle des pénaltys, là, tu sais, moi, je m'en fous encore plus que toi, Sofiane, là, de Saphir Taider. Mais ce que je trouve drôle, c'est quand on parle des buts de Taider, on parle des pénaltys. Bernier, il a fait des buts sur des pénaltys, mais on ne l'a jamais dit. vas-y. Exactement. Mais à un Mhm. moment donné, il faut avoir le même traitement, peu importe le joueur. Exactement. Saphir Taider Exactement. a eu le même problème que Blérim. Quand il est arrivé, ça y a pris 3 matchs pour se dire, sais-tu quoi, ce collectif-là, ça ne fonctionne pas. Je pense que je vais jouer un autre rôle. Drôle. C'est ça Mais et pour... en plus mais en plus, c'est que la perception, je me dis regarde, Taider a été brouillon dans des matchs où c'était catastrophique. Il fait ça à Bologne, il se fait envoyer avec les U23 pour un mois Ou à juste pour être Montréal. puni. Ouais, ouais, ou soit Voilà. oh le salaud. Donc, est-ce qu'il y avait une régression de Safi Taider dans sa carrière? Oui, mais je vous garantis, quand et surtout quand on en parlait au début, quand on a parlé quand il avait des mauvaises passes et maintenant quand il quitte, tout le monde se lâche, j'ai l'impression que c'est une sous-merde, alors que c'est totalement faux et je vous Non, non, il n'a garantis pas été catastrophique. non, 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 Moi, c'est mais le ça moins pire de. non, Il a non été correct, je trouve. Il n'a pas et été. je te garantis, il se trouve à KC ou à LAFC, il est dans la liste top 10 MVP milieu relayeur de la ligue. Mais MLS Soccer, à chaque semaine, il parle de lui parce que c'est Mhm. une question de perspective par rapport De dans le club et la perspective. qualité et moi, je le savais que Taider n'allait jamais ramener ton club à un niveau comme Valérie l'a fait parce que c'est pas son style. Il peut le faire sur plusieurs matchs, mais puis sur 34 matchs pendant 3 saisons comme Ouais, Piatti, mais il a mmh, sauvé le club plusieurs oui, fois l'année mais Plusieurs passée. fois. Ouais, ouais, ouais. et je sais Nilton, je le sais, Mais mais moi, c'est ce qui m'énerve. Mais Moi, c'est c'est pas. On c'est est tous d'accord pour dire que c'était pas mémoire le meilleur sélective. joueur pour l'Impact de Montréal. Mais moi, C'est ce la qui mémoire m'énerve, sélective, c'est la mémoire c'est sélective. les 48 dernières heures où Ouais, collectivement, on a décidé de dire qu'il est nul. que c'était un bon débarras. Ouais, C'est pas si clair que ça que c'est un c'est bon ça débarras. et pour dire un mais manque de non. perspective, j'ai un gars qui a dû être critiqué, que j'avais douté de ses qualités dès son 2e match, le DP Bernardello. Ce gars-là, Ouais. le gars, son expérience en Espagne était louable. Quand je l'ai vu jouer en Espagne, j'ai vu derrière, j'ai dit: «Ah, milieu défensif, il est pas mauvais», mais quand il venait à Montréal, c'était catastrophique. Je pense que c'est une combinaison qui était cuit slash le club était juste pas assez bon et pour que lui soit les mettre Et sur son épaule, mais pour répondre à ta question. Ouais, on a vas-y. parlé de lui comme si c'était un héros, alors que ce gars-là, par rapport à Tyler, il en a 2 dans la poche. Et c'est ça que je Mhm. comprends, c'est le manque de perspective et le manque de j'ai l'impression, mais vous parlez de qui là? Le gars qui est venu à 26 ans à MLS? L'international algérien qui a joué contre Schweinsteiger en 8e de finale de coupe du monde? Mais vous parlez de qui là? Mais Oui, il a régressé, mais il est quand même, il va ailleurs à MLS, c'est un MVP et oui, oui, je suis d'accord avec toi. en termes de perspective, c'est plus Le ça. constat que moi, le constat que je fais de lui, évidemment, ça a été un joueur qui a été correct pour l'Impact. Ça n'a pas été un échec, ça n'a pas été un succès non plus. Donc, ça a été correct. J'ai pas
je ne le vois pas négativement son arrivée à Montréal parce qu'il y a eu des Non, choses non. il a amené certaines choses. Mais pour aller plus dans le côté technique, c'est pas question qu'il est bien ou il est pas bon. C'est où est-ce qu'il se situe dans l'équipe et avec quelle équipe il joue. Et Oui, ça, c'est quelque son chose qui impact a sur le jeu a manqué. été décevant. Son impact sur le jeu a été décevant. L'influence. Mais c'est même pas non plus l'impact qu'il a eu sur le jeu, c'est plutôt avec qui est-ce qu'il a autour de lui. Il y a beaucoup, Oui. les gens, quand ils évaluent un joueur, ils évaluent un joueur comme une personne. Mais tu peux pas faire ça. Il y a des joueurs qui sont moins bons sur le papier que Taider, mais qui fitteraient encore plus avec l'impact de Montréal. Et dans le Exactement. passé, le recrutement était fait par rapport aux joueurs. On voit une vidéo YouTube, il est bon, on l'amène. Oui. C'est pas comme Boyan. ça que ça marche le soccer. Boyan, Recrutement Boyan. mais Boyan, c'est un autre exemple. Boyan, c'est pas un joueur qui va être le leader de ton équipe. C'est un joueur qui est bon quand il y a des bons joueurs autour de lui. Boyan, Exactement. personnellement, je peux pas miser sur le fait que Boyan va vraiment faire quelque chose de grand à l'impact de Montréal parce qu'il n'est pas entouré avec les joueurs qui vont le mettre en valeur. Et c'est pas quelqu'un qui va prendre l'initiative comme un Piatti. Piatti, des joueurs comme lui, ils sont extrêmement rares. Un joueur qui prend le ballon, il fait la différence à lui tout seul. Il n'y en a pas beaucoup, des joueurs comme ça dans le marché. Non. Il y en a, il y a des Jovinko, des gars comme ça, il y en a. Mais Boyan, c'est un gars qui a besoin des gens autour de lui. Et puis pour trouver ces gens-là, il faut bâtir une équipe autour de ces joueurs-là. Et moi, je pensais Et que dans le Tyler passé, avec Rémi Garde, je pensais qu'il voulait bâtir avec lui. Parce que moi, je pensais que Garde oui, mais allait faire un jeu collectif, mais Garde s'est trompé Mais à totalement. la base, quand tu vois Taider, tu n'as pas besoin de le voir jouer, tu sais que c'est ce type de joueur-là. Puis quand on évalue le joueur, il y a un autre truc, moi, que j'aime bien observer, à part le côté terrain, c'est la personnalité. Puis ça, ça se voit à travers des entrevues, à travers sa manière de se comporter sur le terrain. Puis ça aussi, je pense, j'en ai parlé avec pas mal de journalistes, que je pense que dans le futur du foot, dans le processus de recrutement, non seulement on va regarder la vidéo du joueur, on va analyser ses compétences, ses qualités, mais on va analyser aussi on va probablement leur faire passer des tests psychométriques. Ouais. Quand tu vas travailler dans une compagnie, on te fait passer un test psychométrique pour voir ton niveau de jusqu'où tu peux aller dans cette compagnie-là. Et je ne comprends pas qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des équipes qui le font, mais j'aimerais bien voir que dans le processus de recrutement, à l'impact, on puisse inclure un test psychométrique, Mais pas pour Ce qui voir est, ce ma- qui ce qui fit est- avec. Non, t'as raison. Ce Ouais, qui fit, vas-y. je suis d'accord. Sur le débat Tyler qu'on a en ce moment, là, la discussion, ça rejoint ce qu'on a dit avant sur la perspective médiatique, sur ça, parce que Puis le fit entre les joueurs, c'est ça oui, qui est extrêmement important. Pas et- quel joueur, c'est est-ce qu'il fit avec les joueurs qui sont déjà là. Puis ça, c'est Mais quelque tu chose vois, qui a l'impact de constamment Montréal, manqué là, la personnalité de ce club-là est encore en construction en totale. on sait construction. jamais. Je suis incapable de dire quelle est la personnalité de cette équipe-là. Là, je regarde les joueurs en place en imaginant ceux qui partent. Tu sais, la personnalité, elle va se bâtir autour de quel joueur? Tu sais, avant, c'était clair. Là. Avant, on avait du Bush, on avait Piatti. Tu sais, on pouvait le voir. Là, c'est autour de quoi qu'on va bâtir? Est-ce que c'est autour de Piet? Est-ce que c'est Wanyama, la personnalité forte? Tu sais, finalement, la vraie seule grosse personnalité forte, c'est le coach. Il va falloir Ouais, mais ça trouver peut un pas, il est pas sur le Mais terrain. ça peut. Exactement. Ça Non, non. passe par le recrutement. Tu sais, tout à l'heure, je regardais un peu dans l'historique de Toronto et je pense que l'impact au jour d'aujourd'hui est ce que Toronto était en 2014. Toronto, ça a été une équipe quand même, hein, ils ont expérimenté tellement de choses. Il y a eu des Ouais, Hollandais qui Toronto s'est sont bâti une venus. équipe de salauds. Ils se sont Puis bâtis là, une qu'est-ce qui s'est équipe passé? de. Exact. Puis Oui, qu'est-ce vas-y, qui s'est Reda. passé en 2014? Ils ont recruté, tu sais, dans les années précédentes, ils ont amené toutes sortes de types Ah ouais. d'entraîneurs, types de joueurs. Puis là, en 2014, ils ont engagé Greg Vanney, puis ils ont bâti sur le long terme. Ils l'ont laissé faire son travail. Ils ne se sont pas trompés, évidemment, sur lui. Là, après ça, on a commencé à avoir une progression jusqu'à temps qu'il gagne la MLS Cup. Et je pense que l'impact, au jour d'aujourd'hui, et où est-ce que Toronto était en 2014? Ça veut dire qu'avec le recrutement d'Olivier Renard, Gilmore, évidemment, puis Thierry Henry, Oui. mais c'est un nouvel ère qui est concret, qui est vrai, que je pense, sur le long terme, va apporter des résultats. Mais maintenant, ce qui manque, c'est juste de se débarrasser du cycle précédent. Ouais. Parce qu'il y a encore des joueurs qui sont sous contrat qui viennent de l'ère de Rémi Garde et même d'avant Rémi Garde. Donc là, maintenant, ça va prendre peut-être 2 ans. Là, on a fait la première année. Et avec les obligations, les contrats, etc., j'espère qu'on va pouvoir se libérer de certains joueurs cette année pour que l'année prochaine, on commence avec vraiment une vision que Renard a et que Thierry Henry a
pour la suite des choses. Mais Mais je trouve ouais. important de remettre les pendules à l'heure quand même là. Je veux pas juste parler de Tyler, je reviens sur lui parce que c'est important de en fait, c'est important de dire une la chose la plus proche de la vérité absolue. Parce que quand je dis que je comprends pas le traitement vers Tyler, je comprends sur certains points, mais c'est plus le côté extrême, genre OK, il y a une majorité qui s'exprime sur un côté extrême je trouve qu'ils ont totalement tort. Mhm, Et j'ai dit la même chose sur le départ de Silva. On a l'impression que c'était une sous-merde, alors que j'ai jamais compris. Et d'autres départs, quand on se dit, ben, tant bon débarras, mais il y a des gens qui disent non, il fallait pas qu'il parte. OK, à la limite, chacun son opinion. Mais c'est juste qu'il y a des stats qui parlent, pour Tyler, pour Silva aussi. mhm, Mais il y a aussi, comme on avait dit, une mise en contexte par rapport au rôle du joueur avec qui il joue. Tu sais, par exemple, quand il jouait à Bologne, il avait un rôle très différent, milieu relayeur pur et dur. Il jouait avec des joueurs beaucoup plus tendus que l'Impact a eu dans l'histoire de l'Impact, incluant Drogba, ça c'est clair. Quand on jouait avec l'équipe nationale, quand tu as Mahrez, Fegouli, Slimani roule à ma gauche avec toi, tu as un rôle très différent. Tu as mhm, moins de responsabilités, tu as un rôle très spécifique, mais la pression beaucoup plus haute. Quand tu fais mhm. des erreurs, ça explose. C'était en équipe nationale. Donc on voit que la loupe est sur toi, puis tu fais pas d'erreur. Donc le rôle, le joueur a des rôles différents là où il est, sélection au club. Puis il y a des joueurs qui sont les mêmes, que ce soit en sélection en club, parce que c'est des leaders, c'est leur rôle. Moi, je suis attaquant, je marque 15 buts en sélection, je marque 15 buts en club, c'est mon rôle. Ça, on espère que beaucoup de joueurs sont comme ça, mais souvent, la réalité, c'est que ton latéral droit, c'est peut-être un milieu droit en club. Donc, Mhm, c'est la réalité entre club et sélection. Et je trouve que, moi, je trouve ça important, et c'est pourquoi ton tweet était important, ton tweet il y a quelques jours, de reprendre le narrative, entre guillemets, et dire non, ça c'est faux. C'est pas totalement vrai. Arrêtez des conneries par rapport à Tyler, par rapport à Silva, par rapport à je sais pas qui. Soyez beaucoup plus, peut-être pas objectif, mais beaucoup plus balancé ou équilibré si vous voulez. Soyez plus équilibré dans ce que vous dites parce qu'à un moment donné, c'est comme l'enfant qui a crié loup. Qui a crié loup trop de fois. Moi je t'écoute plus. On vous écoute plus, on mhm, vous dit plus. C'est plus intéressant parce qu'on sait jamais où est-ce que les gens sont. Et je trouve que ça a confirmé sur beaucoup de personnes que je suis, fans, médias et autres observateurs autour de l'Impact, c'est que après ce qui est arrivé avec Silva et d'autres joueurs, et la positive attitude, et je vois les réactions autour de Tyler, ok, bon, vous avez confirmé ce que je pensais déjà, c'est confirmé. Et je trouve ça, c'est grave parce que ça enlève beaucoup. Tu sais, par exemple, on a parlé de Mali. Mali, on savait que c'était pas un numéro 8. Le gars, depuis 4 ans, il est comme numéro 10 avec la Suisse, puis avec Bologne, il joue comme deuxième attaquant quasiment. Tu sais, lui, mhm. c'est un box-to-box, mais il fait ce qu'il veut. C'est lui, il est juste là pour courir et frapper. Mais je vois pourquoi. Tu sais, c'est écrit, on le dit, toute la planète le dit. Tu sais, il y a Internet là, mais allez regarder. Tu sais, c'est pas compliqué. Allez voir des matchs, allez voir des highlights YouTube, vous allez voir où est-ce que la personne joue. C'est ça, je me dis, ok, il y a un problème, il y a une grosse déconnexion de la réalité, avec la réalité, parce que Mhm. ça me Pour dérange X, beaucoup. Y raison. Mais c'est pour X, Y raison, c'est sûr qu'il y a on va dire une déconnexion, mais c'est peut-être là où vous, par exemple, vous avez une plateforme qui est intéressante et vous êtes important dans le foot québécois. Ben, c'est là où vous pouvez peut-être prendre l'initiative de parler de ces choses-là. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être le premier, il ne faut pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Si vous avez confiance en ce que vous... Et je pense que vous le faites évidemment, mais je pense sincèrement que c'est une culture qui doit changer tranquillement parce que bah, je trouve que ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Puis, Il faut être on est, honnête. Quand je vois, et je te dis, euh, quand je regarde ESPN, Fox Sport ou des chaînes comme ça, on dirait que je me dis, mais c'est simple, c'est exactement ça. Il faut être objectif. Euh, Peu importe le statut du joueur, peu importe le statut de l'équipe, ce qui s'est passé dans ce match-là, c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. ouais, Mais s'il peut avoir un mauvais match, puis ouais. s'il n'y a rien de mal à dire, ah, ce match-là, là, il ne s'est pas présenté. Mais il ne faut pas avoir peur de dire Je veux dire, ce qu'on pense et d'être objectif, surtout pas avoir un côté euh, mais tu sais quoi, émotionnel là-dedans. Tu sais. tu sais, il y a un truc qui manque aussi. Il y a aussi le syndrome syndrome, on oublie qu'il y a une autre équipe en face quand on parle du match. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Il faut même pour le Ouais. Canadien au Mhm. hockey, je dis, c'est pas des plots devant, hein. C'est aussi, ils ont des émotions, eux aussi, ils jouent. Ah ouais, mais il a Mhm. perdu le ballon. Pourquoi il a perdu? Parce que l'autre a mis le pied. Parce que l'autre, il a fait ça, mais vous pensez que c'est des plots, c'est des cônes oranges, puis allez jouer les gars, Mhm. non, on fait rien. Et ça, le truc, on oublie qu'il y a une équipe en face, puis il faut prendre ça en compte. Ça fait partie de Mhm. l'analyse du match, que ce soit fan ou média. Il faut voir ce qui se fait devant toi.
Tu sais, genre, le but de Philadelphie, là, où Camacho joue leur jeu. Ouais, Camacho, peut-être, il a fait une erreur, mais Philadelphie, le but, il laisse marquer 9 fois sur 10, même si c'était parfait. Tu sais, il y a un moment, tu te dis: «Tu peux rien faire». Ce qui t'est arrivé, ce qui Ouais, devait ouais, arriver est arrivé. Donc c'est et arrivé, je ouais. trou et je trouve que ça revient tout le temps à mon vieux, ça manque de perspective, ça manque de vue au niveau et ça, je trouve ça très, très difficile. Je sais pas ce que tu en penses, Newton, là, mais moi, ça me dérange beaucoup et ce débat qu'on a là, on les a entre nous, on les a entre d'autres gars webistes comme nous, mais je pense pas que les mainstream, ils viendront nous parler là pour qu'on se fasse des débats comme ça. Jamais de la vie parce qu'on a des débats parallèles, c'est ça le problème. Les fans, Ouais, ils nous ouais. parlent à nous, mais d'autres, ils parlent à travers les fans ou je sais pas trop ce qu'ils font là, mais je pense que tout le monde a des débats parallèles, puis on se croise jamais. Donc, Moi, ce que j'aimerais savoir, là, pour finir le podcast, le salaud. Reda, c'est si tu étais directeur technique, là, en gros, ça serait quoi tes chantiers, là? Vers quoi, qu'est-ce que l'impact doit faire à court terme, là? Et vers quoi l'impact doit se tourner, là, concrètement? Pas nécessairement des noms, parce que les noms, mais des profils de joueurs pour que ce que tu vois jusqu'à maintenant avec Thierry Henry puisse fonctionner. En termes de poste, quel poste Ouais. Est-ce que Tyder, il vient moins cher, tu le prends? Tyder est à moitié du prix, tu le prends? Défenseur central, parce que l'année prochaine, je ne sais pas si Rod va continuer. Camacho ne peut pas être partant pour moi. Ça, c'est si j'avais les clés de l'équipe. Donc, un excellent défenseur central. Louis Binks, je pense qu'il ne va pas rester très longtemps. Donc, peut-être même deux arrières centraux. Zachary, j'aime beaucoup à droite. À gauche, Corrales, je le vois plus comme un second, plutôt comme un partant. Un attaquant, évidemment. Un vrai attaquant. Parce que. Reda, une question. Un attaquant buteur ou un attaquant. Arrête. Alors, on vient de perdre 30 secondes. Arrête. Non, mais c'est important. Qui marque ou qui marque évidemment, pas? un attaquant, tout simplement. Je miserais sur un joueur désigné parce que à ce poste-là, c'est extrêmement important d'avoir un joueur qui fait la différence. Ouais. Donc, pour avoir ça, il va falloir peut-être se débarrasser d'un autre attaquant qu'on a déjà. Puis il manque, quand je vois l'équipe essayer de créer des occasions, je trouve qu'il manque beaucoup de créativité. Victor Wanyama et Sam, ils ont des qualités défensives qui sont au-dessus de la moyenne. Ils aident beaucoup l'équipe à ce niveau-là, mais il faut un peu de créativité. Puis une équipe qui n'a pas de créativité, c'est une équipe qui court derrière rien du tout. Kyoto, j'aime beaucoup Kyoto, ce qu'il fait depuis le début là, mais il faut un peu plus d'options puis de variété dans le jeu. Balou, j'aimerais beaucoup le voir jouer un peu plus. C'est sûr qu'il a été blessé, ça a été une année compliquée pour lui. Lassie, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, je dirais peut-être deux défenseurs centraux. Est-ce que tu miserais sur un milieu gauche. offensif? Tu miserais sur un milieu offensif style 10 ou tu irais juste plus avec des ailiers qui sont performants? Plus avec ton attaquant de pointe d'autre qualité? Ça va dépendre des profils ça va dépendre de l'attaquant qui va être là. Parce que si l'attaquant, c'est quelqu'un ça va dépendre de son profil pour baser l'autre recrutement. Kiza, on ne l'a pas encore vu. Je ne sais pas c'est quoi son vrai niveau. Il va falloir qu'on le voit, mais on va dire, je ne sais pas. Deux arrières centraux, un arrière gauche si Corrales part, un arrière gauche qui va être partant, un 10 ou un ailier et un attaquant. Je pense. C'est beaucoup d'argent. Il y a des joueurs. C'est beaucoup d'argent parce qu'il y a deux joueurs qu'on peut libérer, qu'on peut vendre. Ouais, il y a deux joueurs, je pense, que j'ai en tête, dont Boyan et Urruti, qui t'en pourra faire justement ces transactions-là. Parce que sur le long terme, personnellement, je ne les vois pas vraiment apporter grand-chose à l'équipe. Basé sur les standards que je vais me mettre pour l'équipe. Tu sais, tout ce que tu as dit, là, c'est ce genre de profil-là, en MLS, ça va être compliqué à l'obtenir. Est-ce qu'on est capable, tu sais, dans le contexte actuel, est-ce que un Européen ou un Sud-Américain serait intéressé de venir en MLS dans des conditions un peu compliquées, là? Ou c'est peut-être plus facile pour un Sud-Américain, un jeune qui veut lancer sa carrière comme. Même un Européen, parce que. Qu'il y a une chose. Vas-y. Mais, admettons, là. Aller chercher un DP qui va finir là, les actions devant, là, c'est compliqué pour un Européen dans la mesure où il faut le payer et que le stade est vide. Et tu contactes Giroud va vouloir venir, c'est sûr. Mais Giroud ne voudra pas venir pour 1 million. Puis nous, 5 millions, on n'est pas capable de payer ça.
Mais je pense qu'on peut trouver énormément, c'est relatif, mais pas mal de joueurs en Europe qui peuvent accepter 1,2 million puis faire le travail nécessaire comme attaquant. Il y en a des joueurs dans le marché qui peuvent fournir au Portugal, en Espagne, en France. Il y en a des Mais joueurs. oublie pas ce que je veux dire, Léo Renard, il ne vise plus. Lui, sa philosophie, c'est pas d'aller chercher des joueurs en carrière. Donc, aller chercher un Européen à 1,5 million, 2 millions, c'est compliqué un peu parce que eux autres, ces joueurs-là sont encore dans leur début de carrière. Quitter l'Europe, c'est un aveu d'échec. C'est beaucoup plus facile de faire ça avec les Sud-Américains. Si tu me parles des joueurs qui jouent pour Manchester, mais si tu me joues pour des joueurs qui jouent pour les équipes qui sont genre Camacho. Dans le haut du si tu me parles de joueurs qui jouent dans le haut du tableau, c'est sûr que non, ils ont des ambitions pour aller au Real ou au Barça, mais c'est des équipes en France qui jouent pour des équipes en milieu de tableau. Il y en a là, des exemples en Liga, il y en a, même en Liga, la Liga au Portugal aussi. Il y a pas mal de joueurs qui à 1,2, 1,5 million, ça serait ils vont avoir un peu plus d'argent que ce qu'ils ont en Europe et aussi avec un projet de jeu intéressant. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'attaquants qui voudraient venir jouer pour Thierry Henry. C'est quand même une légende. Ça, c'est fou. Et ça, on l'oublie, c'est hyper important. Ah oui. Attirer un attaquant européen pour qu'il puisse venir jouer pour Thierry Henry, qui est probablement une de ses idoles, oui, il y en a beaucoup. Bref, il faut aller chercher le prochain Bradley Wright Phillips, qui est arrivé d'une équipe de championship et qui a tout cassé en MLS. Exactement. Oui. Exactement. Il y a eu des exemples. Ça demande des agents qui parlent. Exactement. Puis il y a eu plein d'exemples en MLS de joueurs qui ont fait ce travail-là. Il y en a des joueurs, il y a des équipes qui ont été capables d'aller chercher des joueurs intéressants. Joseph Martinez, il y a eu des joueurs qui ont impacté le championnat. Mais ce que j'aime bien, c'est que maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec Olivier Renard, avec Thierry Henry, avec ce qu'il y a en place, et les choses sont en train de bien se faire pour que quand ce joueur-là vienne, les conditions soient bien pour qu'il puisse être bien, que ce soit sur le terrain et à l'extérieur du terrain aussi. Surtout, ils sont en synergie. Ils sont là ensemble en même temps. C'est pas le gars qui est venu après le directeur, ou David Nick a pris la carte, ou c'est un bordel, ou Franck, c'est le directeur technique numéro 1. Ils sont tous, je connais mon rôle, on arrive en même temps, puis on va travailler ensemble pour recruter puis faire une équipe. Ça, c'est hyper important. Joueurs offensifs. Puis des joueurs offensifs, il y en a énormément en Europe ou en Amérique du Nord. Puis leur dire que tu as Thierry Henry comme entraîneur et avec comment Olivier Renard a l'air de s'exprimer avec les joueurs qu'il va recruter, c'est sûr que il y a de quoi faire. Il y a énormément de choses. Parce que quand tu vois ce qu'on a présentement avec, je le dis, ces deux joueurs-là, Boyan et Urruti, avec l'argent qui est payé et les niveaux de performance, non, ça le fait pas pour les ambitions que le club devrait avoir. Ça le fait largement pas. Oui, il y a eu 2 matchs où il a été performant, Boyan, mais non, t'es pas venu pour faire 2 matchs. Je comprends les difficultés, je comprends la pandémie, mais on est tellement blasé que même au Urruti, on n'en parle plus. On se dit, et moi, je me sens mal pour lui parce que dans un autre club qui a un rôle spécifique, il serait beaucoup plus performant, mais avec l'impact, on se dit... Non, moi, je me sens pas mal. Moi, je me sens pas mal parce que l'impact est perdant dans la transaction. Je me sens mal pour lui après les années. Là. Tu sais, au début, on se disait, mais là, cette année, genre, c'est bon, le pauvre gars, man. Il fait son cash. Non, mais il fait son cash. Mais, non, c'est arrête, pas ça, il va t'envoyer un tweet après l'émission. Non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est qu'à force d'en parler, ok, c'est bon, j'ai tout dit ce que j'ai à dire, je me répète à chaque fois, c'est bon, je le laisse tranquille, j'ai rien d'autre à ajouter. Tu sais, genre, j'ai rien d'autre à ajouter. Le gars, on a tout dit. Et un autre truc aussi que j'aimerais voir justement dans les prochains recrutements, j'ai rarement vu ça dans les recrutements des années précédentes, mais Binks, par exemple, c'en est un. Mais des joueurs qui viennent et qui ont faim. Qui ont faim de prouver, qui ont faim parce qu'ils ont de l'ambition et qui veulent aller plus haut, ils veulent prouver, ils ont, comme on dit, une chip sur leur épaule, on the shoulder. Et des joueurs comme ça, j'aimerais voir des joueurs comme ça. Moi, je suis d'accord. Pas quelqu'un qui vient ici faire la star. Non, je veux des joueurs qui ont un certain état d'esprit cet état d'esprit-là va affecter les autres joueurs et va leur montrer, OK, c'est ça l'état d'esprit qu'il faut que j'ai. Ce que j'aimerais voir, c'est des joueurs qui arrivent avec de la réussite. Ça aussi, je commence à être tanné de voir des joueurs qui s'en viennent ici parce que ça n'a pas fonctionné ailleurs. Quelqu'un qui arrive déjà en mode réussite. Divayo, c'était ça. Là. Quand il est arrivé en MLS, ça fonctionnait son affaire. T'sais. Puis après, arrive, ça fonctionne. Amener un gars comme Boyan, où ça fait plusieurs échecs,
Mais à un moment donné, la séquence, C'est là, on va juste être la prochaine séquence de mauvais échecs. exactement. Comme Novillo, la même chose. Boyan et Novillo, c'est la même chose. C'est la même histoire qui s'est passée. On voit un track record de pas beaucoup de succès, des blessures, pas beaucoup de temps de jeu. Mais quand il vient ici, on s'attend à ce que ce soit comment. Tu sais, le passé prédit un peu le futur dans le sport, tu vois. Donc, Ce qui est marrant, tu as c'est raison, 100%. la comparaison Boyan-Novillo, c'est que Boyan, son potentiel était beaucoup plus intéressant, mais pour les deux joueurs, ils ont fait la même erreur en donnant des salaires faramineux qui n'étaient pas proportionnels par rapport à ce qu'ils avaient montré juste avant. Et c'est ça le problème. Exactement. Boyan, je suis prêt à Mhm. prendre un risque, mais mec, tu donnes 600 000, fais-le, donne-lui le salaire de Camacho à la limite, là, avec du time et du gamme, mais n'en fais pas comme si c'était une star, là. Genre, le gars, il avait des problèmes Ouais. d'anxiété, des problèmes de blessures. On sait que le talent est là. Tu sais, on voit sa frappe, là, c'est une frappe niveau Ligue des Champions, là, Et quand il frappe. C'est un niveau international, une autre mais chose, c'est le risque. C'est le risque. Une autre chose pour finir par rapport à la question que tu m'avais demandé si j'avais été directeur sportif et j'avais les clés, un autre truc que j'aimerais faire, c'est d'avoir un peu plus de joueurs locaux de qualité. Ouais. Puis il y a des joueurs que je vois qui sont en CPL, puis j'estime Ah qu'ils ont ouais. largement le niveau parce qu'ils sont, Mastakacher, James Jeffrey, ça c'est deux joueurs que je ne sais pas pourquoi C'est l'impact parce qu'ils ont n'a pas fait refusé. grand-chose. Ces gars-là sont prêts à signer à Quand je Montréal vois, n'importe quand. quand je vois un gars comme Waterman, et je me dis, je connais James Jeffrey, je connais sa qualité, puis je sais Hmm. ce qu'il a fait avec l'équipe nationale, puis je me suis dit que l'impact a laissé Ouais. passer James pour lui. Et Mastakacher, la même chose. Tu sais, c'est un gars qui a énormément C'est de potentiel, ironique. qui a prouvé à chaque fois où il a été Bah passé. oui. Mais C'est Puis si l'impact tu le ramènes ici, il va avoir le feu. Mais Reda, c'est- ça revient à ce qu'on a dit au début. C'était C'est notre l'espèce. époque. Non, non, il n'y a pas juste. C'est le snobisme local. Ouais. Je veux dire, quand Mhm. le coach ou le directeur technique a une certaine attitude hautain devant le journaliste, il va l'avoir, cette attitude hautain, devant le joueur, devant l'agent. Tu sais, il va dire, oh, oui, tu me le présentes parce que c'est le gars de la cour arrière. On a cette attitude-là un petit peu. Dire, Non, c'est vrai. forcément, C'est vrai. si c'est local, c'est pas bon. Mais à la limite, avec Henri et Mhm. Renard, ils sont très requins dans leur attitude. Nous, on est là, genre, qui peut m'aider pour gagner? Au moins, on le voit. Eux, ils sont genre, et moi, je veux gagner. Toi, tu m'aides, tu viens. Toi, tu m'aides pas, tu dégages. Donc, au moins, ils ont cette Mhm. attitude-là. Et ce qui est marrant, 100%. ce serait tellement ironique que l'Impact paye, même si c'est 10 000 $ à des clubs CPL, pour ramener des joueurs qui sont formés pour des centaines de millions de dollars. Des centaines de milliers de dollars. Ouais. Moi, je trouve ça Milliers de tellement dollars. Ouais. hilarant que ça arrive. Tu sais, Ouais. genre, entre que ce soit même s'ils ont joué un an avec l'Académie, puis un an avec FC Montréal, c'est beaucoup d'argent investi dans un joueur. C'est Ouais. ironique que l'Impact va Puis, payer 1 $ pour des joueurs qu'ils ont formés pendant des années. ils ont formé, ouais, ouais. Puis C'est sincèrement, fou. moi, comme je vous dis, il y en a trois que j'aime beaucoup qui sont en CPL. Mastakacher, évidemment. Mais il y en a plus. James Jeffrey, Il y a Farsi, Dia, Farsi Abzi. qui ouais, Diop, Mais si je Abdoulaye, parle Diadine Abzi, oui, arrière gauche, c'est un Ouais, des le meilleurs gauche. arrière gauche de la ligue. J'aimerais bien le voir, à gauche à l'Impact. Luigi, qui était à l'Impact, que maintenant il est en train de bien faire ses choses en CPL. Farsi, évidemment. Il y a des joueurs qui sont ah extrêmement ouais, intéressants, qui coûtent pas cher, puis je préfère avoir un Dia à gauche que Corrales. Je préfère avoir un James Jeffrey que Waterman. Tu sais, il y en a des joueurs qui sont intéressants et qui vont avoir justement cette envie-là de prouver parce ils ils ont jouent faim, pour le club ils ont faim. de leur ville et ils ont faim. Et quand tu regardes, et surtout quand tu regardes leur track record des années précédentes, ils ont prouvé. Masta a prouvé, James a prouvé avec l'équipe nationale, puis ben, Diab, il est en train de présentement prouver que c'est un joueur de qualité, puis c'est pas des joueurs qui vont venir pour juste rester assis, puis oui, j'aime la ville de Montréal. Non, c'est des gars qui connaissent la ville et ils ont quelque chose à prouver pour aller Ouais. plus loin. Puis c'est des joueurs qui sont ambitieux. Donc, ça aussi, ce serait quelque chose sur laquelle je miserais un peu plus. Bon, ben, je pense qu'on a eu un excellent épisode, hein. Dommage, on n'a pas pu sauver la carte de Tida avec l'Impact. Dommage. Et c'est le mauvais joueur, le mouton noir du bleu blanc noir. Non, mais je dis ça en blaguant. Bon, bah, regarde, merci tout le monde qui nous a écouté, les Patreons dans cet épisode spécial Patreon. Merci beaucoup. Reda, on te remercie pour ta patience avec nous. Ton tweet a été Merci beaucoup. révélateur. On a eu un beau débat. Merci Nilton Merci à vous d'être pour patient avec nous. l'invitation. Hein. Ça fait plaisir. Et puis,
N'oubliez pas, comme d'habitude, merci à tous nos Patreons qui nous supportent en ce moment. Et si vous voulez nous supporter, c'est pas compliqué. Patreon.com/Football Club. Reda, dis-nous où est-ce qu'on peut te suivre. Parlons de ton podcast rapidement pour dire où est-ce que les gens peuvent écouter ton podcast avec Ali Jarba. Vas-y, mon gars. Sur Twitter ou Instagram, Reda Gouram, c'est facile à me trouver. Puis le podcast, ça s'appelle Dans le vestiaire. On a eu pas mal d'invités intéressants. Puis là, avec la COVID, ça complique un peu les choses pour avoir de nouveaux épisodes. Mais dans les 2 prochaines semaines, on a deux épisodes à sortir avec 2 invités intéressants. On a eu des conversations très intéressantes avec eux. Et donc, n'hésitez pas. Et aussi, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions d'invités, on est à l'écoute pour ça aussi. Ça fait plaisir. Reda, Donc, je voilà. coupe le cheveu. Le vaccin arrive dans 3 mois. On arrive à votre podcast sans problème. Le CCPP Vous- avec le vestiaire. Mais il faut avoir coupé les cheveux. Hein. Ce Tu week-end, rentres le pas vaccin... sinon. ce week-end, je coupe et le vaccin, il va sortir juste avant les élections américaines, puis j'arrive en décembre. Ça marche, là, de voir ça. Sofiane, hashtag Lucie Laurier. Merci beaucoup. Ciao, Allez, ciao. ciao tout le monde.